Bonsoir à tous, bienvenue pour ce 5e cours d'électronique numérique. Donc, après 15 jours d'interruption, donc j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Avant toute chose, je voulais juste vérifier que le son marche bien. Donc, si vous pouvez juste me confirmer que le son fonctionne comme il faut et que vous voyez bien le partage d'écran. Ok, bon, on va supposer que oui. Ouais, ok, merci. Alors, on va continuer le cours sur les systèmes séquentiels. Donc ça avait commencé avant les vacances et donc avant ça, juste un petit rappel sur ce avec quoi on avait terminé. On avait terminé avec l'idée que globalement pour faire un système séquentiel, ben, il faut un système qui ait une mémoire, donc il faut un système à mémoire. Et donc pour fabriquer une mémoire, en fait, il fallait être capable de faire un composant qui avait 3 comportements différents, à savoir soit se mettre à 1, soit se mettre à 0, soit retenir l'ancienne valeur. Et que donc pour ça, il fallait 2 entrées pour commander ces 3 comportements différents. Et donc il y avait 2 types de mémoire qu'on avait vues, c'était les mémoires de type RS et les mémoires de type D. Donc les mémoires de type RS avec une entrée reset pour remettre à 0, une entrée set pour remettre à 1. Et évidemment, si on active aucune des deux entrées, ben on est en mode mémoire. Et puis la mémoire de type D avec une entrée pour savoir si on mémorise ou si on met à jour. Et puis dans le cas où ce E serait égal à 1, et ben une entrée D qui permettrait de choisir si on veut mettre la sortie à 1 ou à 0. Donc voilà, ça c'est ce qu'on s'était dit. Et on s'était dit qu'en fait que ces mémoires-là, c'était en fait finalement la brique de base d'un système asynchrone, d'un système séquentiel, puisque c'est cette brique de base qui permettait en fait de retenir l'état du système, et comme on a besoin de connaître l'état du système pour connaître son futur, son évolution, on allait avoir besoin de ces composants. Alors par exemple, si on revient à notre cahier des charges, on avait depuis la dernière fois, on étudie en fait le système suivant qui est composé de 2 entrées qu'on avait appelées A et B et d'une sortie qu'on avait appelée X, et qui avait le comportement suivant: la sortie doit passer à 1 dès lors que les 2 entrées sont actives, et la sortie doit passer à 0 dès lors qu'aucune des entrées n'est active, et dans tous les autres cas, la sortie ne change pas. Donc ça, c'était notre cahier des charges. Et bien, comment on va réaliser ça avec une mémoire RS? Ben, c'est assez simple. On va dessiner notre mémoire RS qui est là. Voilà. Tac. RS. Sortie Q. Hop. Et donc, ici, la sortie passe à 1 dès lors que les 2 entrées sont actives. Donc, tout simplement, à cet endroit-là, on va mettre une porte AND sur lequel on va connecter A et B. Voilà. Alors pardon, c'est l'inverse, la sortie passe à 1, donc on va mettre A et B non pas sur la mise à 0 mais sur la mise à 1, donc sur le 7. Voilà, ici on va mettre A et B, hop, nos entrées A, nos entrées B. Et voilà, et ensuite on a la condition, la sortie passe à 0 dès lors qu'aucune des 2 entrées n'est active. Donc on va créer la condition aucune des 2 entrées n'est active. Aucune des 2 entrées n'est active, ça se traduit par A bar et B bar, qui peut aussi se traduire par A OR B le tout bar. Donc en fait c'est un OR. Et ici on va mettre une porte NOR. Voilà. Avec là aussi eh bien, le A et le B. C'est pas très joli comme dessin, mais je pense que vous voyez un petit peu le concept. Et donc à la fin, on a la sortie Q qui va se mettre A1 si A et B, A0 si A NOR B, et et, euh, et si on n'active ni le set ni le reset, la sortie reste à son ancienne valeur. Voilà. Donc, ensuite, on peut faire la même chose avec un delatch, évidemment. Donc du coup, avec un delatch, on fait pareil.
Voilà. Sauf que là, les conditions sont un tout petit peu différentes. Donc, les conditions sont différentes. Voilà. Ici, pour pour retenir l'ancienne valeur, en fait, il faut mettre le E à 0. Donc là, on va mettre sur le E la condition qui fait qu'on doit retenir l'ancienne valeur. Et en fait, vous voyez que c'est dans tous les autres cas, c'est-à-dire que si on a les deux entrées, là, les deux entrées sont actives, donc A et B. Là, c'est les deux entrées sont inactives. Et donc les autres cas, c'est une seule entrée des deux qui est active. Voilà, et donc c'est ça, voilà, donc c'est soit A qui active tout seul, soit B qui active tout seul, et dans ce cas-là, on ne change rien, et ça, c'est évidemment A XOR B. Donc sur le enable ici, on va mettre un XOR, hop, avec A et B. Alors, il faut juste faire attention au sens, donc ici, dans tous les autres cas, la sortie ne change pas. Pour que la sortie ne change pas, il faut mettre le E à 0. Voilà, il faut juste faire gaffe à ça. Donc là, on a mis la condition, en fait, pour que les sorties ne changent pas. Donc la sortie du XOR ici se met à 1 lorsque les sorties ne changent pas. Or, nous, on veut que le enable soit 0 pour que les sorties ne changent pas. Donc derrière ce XOR, il ne faut pas oublier de mettre un petit inverseur. Voilà. Et puis, voilà. Et puis ensuite, dans l'autre cas, la sortie change. Et vous voyez que la sortie passe à 1 si les entrées sont actives. La sortie passe à 0 si les entrées sont inactives. Donc on peut tout simplement repiquer ici soit A, soit B. On aurait aussi pu mettre B sur le D. Puisque dès lors qu'on va avoir tous les deux à 1 ou tous les deux à 0, en fait, le XOR va nous sortir un 0, donc après le note on va avoir 1, donc on va mettre à jour la mémoire, et on va mettre la mémoire à jour avec la valeur de A, puisque dans ce cas-là A vaut 1, et dans ce cas-là le A vaut 0. Et ça fonctionne aussi. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser sur le chat si vous avez des questions. En attendant, je vais juste voir si on peut simuler des choses avec circuit verse. Je me souviens plus s'il y a les mémoires RS. C'est des flip-flops. On a un D-latch. Donc, vu qu'on a un D-latch, alors c'est bizarre, c'est un D-latch avec une. Ça va être un D-latch avec une clock. Ouais, donc c'est pas tout à fait un D-latch. On va voir. J'ai un doute. On va l'essayer quand même. Donc, on a deux entrées qui sont A et B. Voilà. On a dit que il fallait utiliser. Alors, on a ici un XNOR directement, donc c'est parfait. Ça combine ça combine le XOR et le NOT. Voilà. On va essayer de connecter ça à ça. Et ça, on a dit on le connecte à la fois ici et ici. Et tout ça, on met en output, on met une petite LED. Voilà, pour visualiser la sortie. Et on regarde ce qu'il se passe. Hop. Donc, si on met tout à 0, la LED s'éteint. C'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Si on active qu'une seule entrée, il ne se passe rien. Si on active l'autre entrée, il ne se passe rien. Si on active les deux entrées en même temps, la LED s'allume. Une fois que la LED est allumée, si on désactive l'une des entrées, il ne se passe rien. Si on désactive l'autre entrée tout seul, il ne se passe rien non plus. En revanche, si on désactive les deux entrées, à ce moment-là, la LED s'éteint. C'est bien le comportement que l'on voulait. Si on revient un coup en arrière, c'est ce qu'on avait vu avec la mémoire RS, donc on peut le tester aussi, puisqu'on avait vu aussi qu'ici on a une mémoire RS, voilà, elle est là. Bon, il y avait Enable Preset, Asynchronous Reset, R et S. Là, j'ai un petit peu plus de doutes sur son fonctionnement, cette mémoire RS, donc on va essayer. Ça, c'est supposé être le S, ça, c'est supposé être le R. On va voir, on a dit, on a le A qui vient là et là. On a le B qui vient là et là. Et on a la sortie, on va remettre une LED. Et donc ça, on a dit que c'était le reset. Et ça, on a dit que c'était le set. Hop.
On va voir ce qui se passe. Oui, en fait c'est bien ce qui me semblait. Il va falloir aussi connecter ce enable, ce preset et ce asynchronous reset. Donc en fait ça va pas forcément hyper bien marcher, sauf si on arrive à les mettre à la masse. Hop, ça, le enable, ça, et puis le enable il faut le mettre à VCC pour l'alimenter. Ouais. Non, bon, la mémoire RS, on oublie, parce que c'est une mémoire RS avec plein d'autres entrées-sorties, donc on oublie ça. Par contre, vous avez vu que ça fonctionnait pour le delatch. Ok, donc ensuite, alors de manière générale, donc ce qu'on a vu là, c'est sur un exemple, on a bien vu qu'avec une mémoire RS ou avec un delatch, on arrivait assez facilement à fabriquer un circuit séquentiel. De manière générale, en fait, l'utilisation des mémoires, on peut toujours utiliser les mémoires pour stocker les variables internes. Et donc, on peut réaliser un circuit séquentiel. À partir du moment où on a identifié quelles devaient être nos variables internes, on peut toujours réaliser le circuit séquentiel de cette manière-là, avec ici, donc, un certain nombre de mémoires internes, n mémoires internes, n étant le nombre de variables internes. Hein, donc là, ça c'est pour stocker l'état. Donc là, sur les sorties des mémoires, on a l'état courant. Voilà. Et en fonction de la valeur de l'état courant, on peut calculer les sorties. Parce que je vous rappelle que le principe de base, c'est qu'on avait un graphe de fluence. Donc on a un système comme ça qui a plusieurs états, voilà, qui passe d'un état à l'autre. Tac. Voilà. Donc, voilà. Et puis on peut revenir là-haut, par exemple. C'est pas très joli, c'est très là. Donc voilà, on a un système qui fonctionne de cette manière-là. Voilà. Donc ici, on a différents états, 1, 2, 3, 4, qu'on peut stocker dans des mémoires. Donc là, par exemple, on aurait besoin de 2 mémoires. On dirait par exemple que cet état-là, c'est 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1. Donc on aurait besoin de 2 mémoires pour stocker les valeurs de ces états-là. Et puis ici, en fait, le contenu des états, comme pour chaque état, vous avez une valeur fixe de la sortie, ben, vous prenez les contenus des mémoires, vous utilisez ça pour calculer la sortie. Voilà. Et puis, vous reprenez également ça pour calculer avec les entrées le futur état. Donc ça, c'est en gros le calcul des commandes, c'est égal au calcul de l'état futur. Ok, donc ça nous est donné, par exemple, si on sait qu'on est dans cet état-là, mais qu'on valide la condition de passage de cet état-là à cet état-là, donc on est dans cet état-là, on valide la condition de passage ici, ça veut dire que l'état futur, c'est l'état qui est ici. Et donc si celui-là c'est 0, 0 et celui-là c'est 0, 1 par exemple, ben on sait que la deuxième mémoire va devoir passer à 1 pendant que la première mémoire va rester à 0. Et donc ça c'est ce que fait ce bloc-là, ce bloc de calcul de commande. En fait, c'est une fonction logique qui prend l'état courant, qui prend les entrées et qui calcule l'état futur. Et calculer l'état futur, ensuite, il faut commander les mémoires. Donc, en fait, il faut commander le R et le S, ou alors le D et le E de chacune des mémoires pour pouvoir les faire évoluer comme il faut. Et puis, le calcul des sorties se fait à l'aide des valeurs stockées. Voilà, donc ça, c'est la synthèse d'un système séquentiel en utilisant des mémoires. Ça se fait très bien. Problème, c'est que arrivé là, on a un risque important, et ce risque important vient du rebouclage interne. Alors, si vous avez fait un tout petit peu d'ingénierie des systèmes, quel que soit le domaine, que ce soit de l'électronique, de l'automatique ou n'importe quoi, vous avez probablement un jour été confronté à la question de la stabilité d'un système rebouclé. La stabilité d'un système rebouclé, c'est par exemple, un exemple tout simple, quand vous avez un tout petit peu trop bu, que vous manquez de stabilité, c'est un système rebouclé parce que vos muscles, vous allez faire agir vos muscles en fonction de si vous sentez que vous tanguez plutôt à gauche ou à droite. Donc si vous basculez, vous penchez plutôt à gauche ou penchez plutôt à droite. Normalement, si vous êtes en état normal, bah, quand vous sentez que vous penchez d'un côté, vous activez vos muscles de sorte à compenser. Voilà. Et donc là, on a un rebouclage interne, on a un feedback, on a un rebouclage, mais qui est tout à fait stable.
Quand vous avez trop bu, ce rebouclage est beaucoup moins efficace et donc vous avez tendance soit à surcompenser, soit à avoir du retard. Donc quand vous sentez que vous penchez vers la gauche, vous dites bah, ça y est, il faut que j'active mes muscles pour partir vers la droite, mais vous le faites trop tard et donc vous tombez, ou alors vous le faites trop fort et donc vous tombez mais vers la droite. Et donc, c'est toujours le problème des contre-réactions. Et en fait, le fait d'introduire des délais dans les contre-réactions, sur le papier, ça marche toujours très bien, mais dans la vraie vie, ça pose des soucis. Et donc, l'électronique numérique n'échappe pas à cette règle-là. Et quand vous avez un système contre-réactionné en électronique numérique, vous avez toujours ce risque de rebouclage de plantage et de problèmes sur de risque de dysfonctionnement sur les rebouclages internes. Donc, les variables internes peuvent être instables. Exemple, voilà. Donc ça, c'est clairement un système qui n'est pas stable. Hein. C'est un système qui est rebouclé, mais il n'est pas stable parce que là, si vous avez un 0, ça va vous imposer un 1. Donc là, le 0, il va passer à 1. Donc le 1, il va passer à 0. Donc comme la sortie passe à 0, ben ici on va repasser de 1 à 0, donc là ça va repasser à 1, etc. etc. Et donc en sortie vous allez avoir un signal qui n'arrête pas d'osciller comme ça entre 0 et 1. Donc ça c'est évidemment un système qui est instable. Lui il est instable par construction. Là si vous avez conçu un système comme ça, c'est que manifestement vous avez loupé un truc. Voilà. Vous avez fait une erreur dans la conception et vous êtes arrivé à quelque chose qui ne marche pas. Mais même si le système est bien conçu au départ, on peut avoir des instabilités. Et ces instabilités peuvent provenir de différentes sources. Le plus probable étant les courses critiques. Course critique, c'est si plusieurs mémoires doivent changer d'état en même temps. Parce que, imaginons que vous ayez cette situation-là. Je vous le refais. Vous avez l'état 0,0. Vous avez l'état 0,1. Non, vous avez l'état, pardon. 1,1. Et quelque part ici, vous avez un état 0,1. Voilà, qui fait ça. Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, il va se passer que si je veux passer de cet état-là à cet état-là, vous avez les deux mémoires qui vont devoir passer en même temps de 0 à 1. Sauf que si la première mémoire passe de 0 à 1 avant la deuxième, ben pour passer de cet état-là à cet état-là, je vais à un moment me retrouver dans cet état-là, puisque la première mémoire aura toujours pas changé et la deuxième aura déjà changé. Je suis pas sûr que ce soit exactement ce que j'ai dit, mais là vous avez les deux qui doivent changer en même temps et on va supposer que la deuxième change plus vite que la première. Donc à un moment, quand je suis dans cet état-là et que je dois passer là-dedans, ben je vais me retrouver dans cet état-là. Et si je me retrouve dans cet état-là, vous voyez où je vais aller là-dedans, au lieu d'aller là-bas dedans. Et donc du coup, c'est ce qu'on appelle une course critique. Un des bits change avant l'autre. Du coup, au lieu d'être dans l'état dans lequel je m'attends à être, je vais me retrouver dans un autre état, qui est un état un peu fantôme, comme ça. C'est une transition fantôme vers un état auquel je ne m'attends pas. Et donc, maintenant, je vais suivre les règles de ce nouvel état. Et si ce nouvel état me renvoie vers l'état d'origine, bah, tant pis pour moi, je ne changerai jamais de l'état d'origine. Et donc ça, c'est le problème, un premier problème qu'on retrouve souvent, qui s'appelle les courses critiques. Voilà, ça fait qu'on a des transitions fantômes quand il y a plusieurs variables qui doivent changer en même temps. Donc ça, on évite de faire. On évite de faire. C'est pas toujours possible d'éviter de faire, mais le plus possible, on va éviter de faire. Le deuxième problème auquel on peut faire face, c'est les aléas de propagation. Les aléas de propagation, on en a déjà parlé la dernière fois. Quand on avait... donc c'était quand vous faisiez un tableau de Carnot et que vous aviez des zones qui se touchaient mais sans avoir une zone en commun. On avait dit, ben voilà, quand on passe d'une zone à l'autre, quand on passe d'un groupe à l'autre, quand il y a une variable qui change et qu'on passe d'un groupe à l'autre, il se peut que la sortie passe de manière furtive à 0. Et bien là, on va avoir le même problème. Hein. Imaginons qu'on soit là-dedans, qu'on veuille faire... On est là-dedans, on veut faire une transition tranquillement vers l'état 1-0. Pof. Là, on va aller de là à là. Donc lui, il doit passer de 1 à 0. Jusqu'à là, tout va bien. Mais lui, il pourrait avoir un aléa de propagation. Et donc cet aléa de propagation pourrait arriver à n'importe quel moment. Et donc on pourrait avoir par exemple lui qui passe de 1 à 0. Une fois que lui est à 0, pof, un aléa de propagation sur le premier bit. On se retrouve de nouveau à 0, 0. On est dans cet état-là.
Et comme on est dans cet état-là, on suit les règles de cet état-là, qui sont plus les mêmes que les règles de cet état-là, et notre système ne fonctionne plus. Donc ça, c'est les plus fréquents. Et ça, c'est des erreurs qui sont liées à la conception. Donc c'est des erreurs qu'on peut pas trop anticiper, en tout cas quand on fait la conception sur papier, de manière théorique. Par contre, on peut les anticiper en simulation, parce qu'on a des outils de simulation suffisamment puissants qui permettent en fait de calculer ou d'estimer les retards introduits par chacune des portes de votre circuit. Et ça, c'est vachement pratique parce que du coup, c'est assez déterministe. C'est-à-dire que ces aléas de propagation, soit ils sont là, soit ils sont pas là. C'est pas une fois ils sont là et puis 2 heures après ils disparaissent. Ils sont là tout le temps. S'ils sont là, ils sont là tout le temps. Et donc, c'est prédictible en simulation. Après, il y a un dernier type d'événement qui, lui, est des événements aléatoires où là, on maîtrise absolument rien. C'est quand vous avez un bit qui change subitement. Là, je suis dans cet état-là, et puis d'un seul coup, pof, j'ai ce bit-là qui passe à 1. Et ben, je vais sauter dans cet état-là, et puis je vais me retrouver bloqué dans cet état-là, ou en tout cas, je vais maintenant suivre les règles de cet état-là. Dès que je vais arriver dans cet état-là, je vais suivre les règles de cet état-là, et donc je vais avoir un dysfonctionnement. Et ça, ces événements aléatoires, ça arrive dans les circuits, il n'y a pas de... Le risque est faible, mais le risque n'est pas nul. Et vous pouvez très bien avoir... Alors, ça dépend. Il y a plusieurs sources. Il y a des fois des problèmes d'alimentation. De temps en temps, il y a des petits décrochements de l'alimentation. Ça fait passer des 1 à 0 parce qu'à un moment, la mémoire n'a pas été alimentée comme il faut. Ça peut être des ondes électromagnétiques aussi qui viennent à un moment perturber les signaux. Simplement, il y a une onde, ça fait antenne, les fils font antenne. Et donc, il y a une petite source de courant qui se crée à un endroit dans le circuit qui vient charger une capa qui va la faire passer à 1. Ou alors, dans des applications un peu plus critiques, ça peut être aussi des particules cosmiques, des particules énergétiques, sans forcément que ce soit une onde électromagnétique, ça peut être juste une particule. Donc, notamment pour des applications aérospatiales, ça c'est très critique. Les événements aléatoires, on est très vigilant aux événements aléatoires parce que en altitude, ça se produit beaucoup plus fréquemment, ces bugs, ces sortes de bugs, que sur Terre. Voilà. Et donc on peut avoir tout ça qui vient nous dérégler le système. Donc du coup, vous l'aurez compris, le risque, il intervient au moment des transitions. Et il y a, dans tous les exemples que je vous ai donnés là, la problématique, c'est que quand on fait une transition, il faut être sûr que la transition se fasse bien, c'est-à-dire que les deux variables internes changent en même temps. Et donc il faut être sûr que les deux variables internes, en gros, il faut être sûr que les deux variables internes soit stable avant de faire quoi que ce soit. Et donc c'est vraiment ça qui est critique, il faut être sûr d'être stable avant de faire quoi que ce soit et avant de prendre la décision suivante. Parce que ce qui nous pose problème, c'est que si à un moment on passe furtivement par cet état-là, à la limite, si on passe par cet état-là, mais qu'on prend aucune décision là et qu'on attend que le deuxième bit ait changé, on arrive au bon endroit. Là où c'est problématique, c'est si quand on arrive dans cet état-là, on commence à reprendre des décisions. Là, l'idée, c'était encore une fois, je vous rappelle, c'est les deux bits qui changent en même temps. Si un bit change, je me retrouve dans cet état-là. Si je prends aucune décision, aucune nouvelle décision, au bout d'un certain temps, le deuxième bit aura changé et je serai là dans l'état qui va bien. Par contre, si je prends d'autres décisions une fois arrivé là-dedans, c'est un petit peu un souci. Et donc, du coup, il y a deux manières pour gagner en stabilité. La première, c'est de dire qu'on va faire la mise à jour des variables internes uniquement à des instants précis. Donc, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Donc, on va faire des systèmes qui vont être synchrones, puisque tous les changements d'état vont se faire à des moments précis dans le temps. Et donc on va laisser suffisamment de temps entre chaque tic de synchronisation. Donc on va mettre un métronome en gros, et puis entre chaque passage, on va laisser suffisamment de temps pour être sûr que le système ait eu le temps de calculer toutes ces variables et le temps de se mettre dans l'état qui va bien. Ou alors, l'autre, c'est de s'assurer que toutes les variables internes soient un jour avant de pouvoir les remodifier. C'est un peu ce que je disais, une fois qu'on est passé là-dedans, surtout on ne fait rien tant que les deux variables internes ne sont pas stables. Et donc on attend que les deux variables internes soient stables pour prendre la décision, et ils seront stables quand on sera arrivé dans l'état qui était notre cible. Et ça, c'est la logique asynchrone. Alors globalement, depuis les années 70, l'idée c'est la synchronisation. Et depuis les années 70, on a principalement raisonné sur du synchrone. On avait tout synchronisé, les processeurs sont synchrones, toute l'électronique qu'on sait faire depuis 50 ans, c'est de l'électronique synchrone. Parce que c'est plus simple. C'est le principe du chef d'orchestre. On a tout un orchestre, on a tout un circuit, donc on a tout un orchestre à diriger. Le plus simple, c'est d'avoir un chef d'orchestre qui dit quand est-ce qu'on a le droit de changer.
Depuis très récemment, on s'est réintéressé à la logique asynchrone qu'on avait mis de côté parce qu'elle était beaucoup trop compliquée à mettre en œuvre. Donc on avait mis de côté pendant des années. Et depuis quelques années, en fait, la logique asynchrone est revenue sur le devant de la scène parce que l'électronique synchrone a un gros problème, c'est que tous les changements se font en même temps. Et comme tous les changements se font en même temps, ça veut dire que tous les transistors ont besoin de courant en même temps. Tous les transistors de votre circuit vont avoir besoin de courant en même temps. Et donc, conséquence, ça va chauffer à max et ça va consommer à max. C'est-à-dire qu'à chaque coup d'horloge, en fait, potentiellement, tous les transistors peuvent changer. Et donc, tous les transistors vont consommer en même temps du coup. Et donc, comme depuis un certain nombre d'années, on commence à s'intéresser à des applications électroniques pour des systèmes autonomes, des systèmes qui sont sur batterie ou des systèmes qui sont sur de la récupération d'énergie, faible consommation, essayer de réduire au maximum la consommation et tout ça, et ben c'est pour ça que l'asynchrone est revenu un peu sur le devant de la scène, parce que l'asynchrone permet de faire des choses certes plus compliquées, donc les circuits sont plus compliqués, il y a plus de composants dans les circuits, mais c'est des composants qui changent moins, donc il y a moins de transition, moins de passage de 0 à 1 dans les circuits, donc moins de consommation, et surtout cette consommation elle est un peu lissée au cours du temps. Il n'y a pas cette idée que les changements se font tout en même temps, et donc tout est lissé en cours du temps. Donc si vous voulez, votre composant, plutôt que de consommer énormément uniquement à des moments très précis, il va consommer un peu tout au long du temps, et ça c'est beaucoup plus facile à gérer. Voilà pour la petite parenthèse. La logique asynchrone, vous verrez ça en 3A si vous êtes dans le parcours OSE. Il y a tout un cours là-dessus et on vous explique comment ça marche. Mais comme c'est assez velu, on ne va pas l'aborder en première année. Peut-être que je ferai une petite vidéo d'introduction si j'ai le temps. Je le promets pas, mais je vais essayer de faire une petite vidéo de complément pour parler brièvement de la logique asynchrone. Mais ce qu'on va voir nous, c'est tout ce qui est synchronisation. Voilà. Alors c'est parti, la synchronisation, l'électrique synchrone. Ça, alors, encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, l'idée de la synchronisation, c'est quoi? C'est de dire, ben voilà, il y a deux temps, on va séparer le fonctionnement de notre système en deux périodes de temps. On a une période de temps qui est pour calculer, et uniquement pour calculer. Et on a une période de temps qui est uniquement pour stocker. Donc en gros, pendant une période de temps, on calcule les futures variables internes, et on fait juste que les calculer, on ne les réinjecte pas à l'entrée, on fait juste le calcul. Et dans un second temps, on va stocker les nouvelles variables internes, et donc ça va lancer le calcul des futures variables internes. Et donc c'est en fait le principe d'un SAS, hein, d'un vrai SAS avec des vraies portes ici. Donc sur les contre-réactions, on met deux portes, et ces deux portes sont en alternance de phase. Donc pendant le premier temps, on fait les calculs, celle-ci est fermée. Donc vous voyez qu'on a les anciennes variables internes, on laisse le système combinatoire faire les calculs, et donc le résultat va arriver ici. Donc, ici, on va avoir, donc ça c'est à jour, voilà, mais c'est pas encore réinjecté à l'entrée. Et puis dans un second temps, on va fermer celle-ci, ouvrir celle-ci. Donc les nouvelles variables internes arrivent à l'entrée, les futures sont recalculées, mais elles restent bloquées à cet endroit-là et ne passent pas cette deuxième porte. Et donc c'est vraiment le principe du SAS avec ces deux portes. En pratique, ça donne quoi? Voilà un petit exemple. Alors le SAS, si on réfléchit, le SAS c'est quoi? C'est un composant qui soit stocke l'ancienne valeur si la porte est fermée, ou se met à jour, recopie l'entrée sur la sortie quand la porte est ouverte. Et quand la porte est ouverte, la sortie prend la valeur de l'entrée. Quand la porte est fermée, la sortie garde son ancienne valeur. Ça, globalement, si je rembobine, c'est la définition de ça. Okay, avec ici le enable. Si le enable vaut 0, je garde mon ancienne valeur. Si le enable vaut 1, la sortie prend la valeur de l'entrée. Okay, donc on sait qu'on va mettre dans ce SAS, on sait qu'on va faire ces portes en fait avec des bascules D. Des D-latch. Ça c'est un D-latch. Et ça c'est un deuxième D-latch.
Ensuite, on a dit qu'il fallait qu'ils soient en forme de sas, donc jamais les deux ouverts en même temps, donc toujours en alternance. Donc on a le signal qui va commander la première porte qui est là, et ce signal, on va l'inverser pour commander la deuxième porte, ce qui fait que les deux délatchs seront jamais tous les deux fermés ou ouverts en même temps. Il y en a toujours un qui sera ouvert pendant que l'autre sera fermé. Et ensuite, ben, on regarde ce qui se passe. Donc voilà un petit exemple de signaux. Vous voyez que cette entrée-là, le XE va varier un peu n'importe quand, de manière aléatoire, là, dans le temps en tout cas. Avec ce signal-là, il n'arrête pas de bouger. Et on va voir qu'est-ce qui se passe sur le XO. On va essayer de calculer le XO. Donc c'est assez simple, hein. Il suffit de regarder quelles sont les portes ouvertes, quelles sont les portes qui sont fermées. Au début, le C vaut 1, donc ça veut dire que cette porte-là, elle est ouverte, cette porte-là, elle est fermée. Cette porte étant ouverte, celui-là, il va recopier celui-ci. Donc vous avez le même signal sur XI que sur XE. Celui-là étant fermé, XO ne va pas bouger. Donc il va garder son ancienne valeur. Supposons que son ancienne valeur était 0. J'aurais pu commencer à 1, donc là ça revenait un petit peu. Et puis, deuxième phase, le C tombe à 0, donc ça ferme cette porte-là, ça ouvre cette porte-là. Conséquence, si ça ferme cette porte-là, si cette porte-là devient fermée, ça veut dire que le XI ne va plus bouger. Lui, il ne peut plus bouger. En revanche, le XO, lui, cette porte-là est ouverte. Donc le XO va prendre la valeur de XI. Vous prenez le XI, vous le recopiez sur XO. Et lui, il passe à 1. Ensuite, troisième phase, qui est là, c'est l'inverse. Donc, première porte ouverte, deuxième porte fermée. Deuxième porte fermée, elle ne peut pas bouger. Première porte ouverte, le XI recopie le XE, donc vous allez avoir ce truc-là. Voilà. Ici, fermé, ouvert. Celle-là, elle est fermée, elle ne bouge pas. Celle-là, elle est ouverte, donc le XO recopie le XI. J'ai ça. Puis de nouveau, ouvert, fermé. La deuxième est fermée, lui ne peut pas bouger. Celle-là, elle est ouverte. Elle recopie son entrée. Fermé, ouvert. Celle-ci ne bouge pas. Celle-ci, elle recopie le XI. Elle est là. Ouvert, fermé. Lui ne bouge pas. Lui, il fait ça. Il retombe, il remonte. Tac. Fermé, ouvert. Lui ne peut pas bouger. XO recopie XI. Ça fait ça. Ouvert, fermé, voilà, ça repart à tac, 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 c'est à 0. Lui, fermé, il bouge pas. Et ensuite, ici, bah, de nouveau, fermé, ouvert. Fermé pour le premier, il peut plus bouger. Le deuxième, il recopie le premier et on a ça. Et donc, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est que... je change juste de couleur. On a fait en fait ici un système synchronisé parce que si vous regardez ici les changements sur XO, là, là, là et là, qu'est-ce que vous remarquez? Si vous regardez quand est-ce qu'ont lieu ces changements sur XO, eh bien ici, regardez, celui-là il a lieu au moment où le C passe de 1 à 0, celui-là il a lieu au moment où le C passe de 1 à 0, celui-là il a lieu au moment où le C passe de 1 à 0, et celui-là, il a lieu également au moment où le C passe de 1 à 0. Donc les changements sur XO ne se font uniquement quand C passe de 1 à 0. Et donc c'est bien ce qu'on appelle un système qui est synchronisé, puisque le chef d'orchestre, le maître là-dedans, ben c'est C, et C, il va indiquer à chaque fois que le C va changer, chaque fois que le C va passer de 1 à 0, la sortie peut potentiellement bouger. Ok, donc c'est assez clair pour vous cette idée là de maître esclave. Donc c'est cette structure là, cette structure de SAS. Donc c'est vraiment l'idée qu'on crée un signal de synchronisation et que à la sortie du système complet, donc entre le XE et le XO, quand on regarde le XE peut varier autant qu'on veut, tout le temps. Le XO, lui, ne va varier, ne va prendre la valeur de XE qu'à des instants bien précis. C'est les moments où C passe de 1 à 0. Ce qui est différent du délatch seul. Le délatch seul, la sortie prend la valeur de l'entrée
tant que le signal de commande est à 1. Ici, le XO prend la valeur de l'entrée que au moment où le signal passe de 1 à 0. Donc ce qu'on a créé avec ça, c'est un composant pour lequel la sortie change uniquement sur ce qu'on appelle les fronts descendants. L'idée de dire que c'est quand C passe de 1 à 0, c'est assez explicite, c'est un front descendant. En anglais, c'est falling edge, on parle de rising edge, front montant, et falling edge, du signal de contrôle. Et donc, ce composant-là, il porte un nom, ça s'appelle une bascule, en anglais flip-flop. Et une bascule, ça se représente comme ça, donc vous voyez que c'est quasi la même chose que le délatch, sauf qu'on rajoute ici un symbole, ce symbole-là, ce triangle-là, ce symbole-là, il est rajouté là pour indiquer que c'est un composant qui est sensible sur front de ce signal de commande et non plus sur le niveau. Ici c'est sur niveau, ici c'est sur front. Et comme on est sur front descendant, le triangle en général c'est pour des fronts montants. Voilà. Quand on utilise le triangle pour des fronts montants, donc comme là on a des fronts descendants, on rajoute un inverseur devant ou une petite bubble de devant pour dire c'est l'inverse, c'est pas les fronts montants, c'est les fronts descendants. Alors j'ai une question, mais dans ce cas, il en manque pas un. Ici, alors ici c'est de celui-là dont tu parles, de ce changement-là, j'imagine. En fait, ce changement-là, je ne l'ai pas mentionné parce que j'ai pris le problème à l'envers en disant quand est-ce que XO change. Et j'ai remarqué que c'était à chaque fois quand le signal C passait de 1 à 0. Voilà. Et donc effectivement, il en manque un, celui-là. Là, il aurait pu y avoir en fait un changement sur XO. Donc là, on aurait pu imaginer un changement sur XO. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que ici, au moment où, voilà, ici à cet endroit-là, au moment où il pourrait y avoir le changement sur XO, en fait, le XO reste à 1. Il était déjà à 1, donc le XO était déjà à 1 avant. Et ici, au moment du changement, le XE est à 1. Donc en fait, c'est comme si ici, on avait un passage à 1. Sauf que comme on était déjà à 1, on ne voit pas qu'il y a un passage à 1. Mais effectivement, là, il y a un passage à 1. Et si on avait eu ici, à ce moment-là, au lieu d'avoir ça, on aurait eu un truc comme ça, avec le signal E qui était à 0 au moment du front, et bien ici, on aurait eu la transition descendante. On aurait eu ça au lieu d'avoir le fait que ça reste à 1. Je sais pas si c'était ça tout à fait la question que tu posais, ou si c'était autre chose. Ouais, ok, super. Ok, donc on a ce composant-là en fait qui est une bascule. Donc ça c'est une bascule front descendant. Alors bien évidemment, si on veut faire une bascule front montant, il suffit de déplacer l'inverseur. L'inverseur qui est là, au lieu de le mettre là, vous le collez là. Du coup, le signal C, il est tout simplement inversé et vous avez une bascule qui est sensible sur front montant. Et donc, quand on fait de l'électronique synchrone, on va utiliser les bascules à la place de mémoire, tout simplement. Donc, on va faire la même chose que ce que je vous ai décrit avant, même chose que ce par quoi j'ai commencé, là, ce truc-là, voilà. Sauf que à la place des mémoires, ici, on va mettre des bascules. Et quand on va mettre des bascules à la place des mémoires, on va vraiment pouvoir séparer des temps pendant lesquels on va mettre à jour l'état du système et des temps pendant lesquels on va calculer l'état futur du système. Et donc ça va éviter tout problème d'instabilité, tout aléa de propagation, de course critique ou même d'événements aléatoires, puisque ici, s'il y a des aléas de propagation, en fait ces aléas de propagation ont lieu juste après le changement d'état. Or, juste après le changement d'état, on est dans une phase de calcul de l'état futur. Donc on ne réinjecte rien à l'entrée, on est juste en train de calculer l'état futur. S'il y a un aléa de propagation pendant cette phase-là, il ne sera pas vu à l'entrée, donc on ne va pas prendre de décision. C'est exactement ce que j'expliquais tout à l'heure. On va aller de là, on va passer par là, mais là on ne prendra aucune décision parce qu'on est encore dans la phase de calcul de l'état futur. Et donc au final, l'aléa de propagation va se résoudre de lui-même et on va finir dans cet état-là. Voilà. Et voilà, et donc du coup, on va ni avoir de problème d'aléa de propagation, ni des problèmes de course critique, puisque le problème de course critique,
il peut... c'est la même chose, hein, on ne va pas prendre de décision pendant la course critique, puisque la course critique, elle se fait aussi juste après le changement. En revanche, les événements aléatoires, on va pouvoir pratiquement tous les gommer, puisque soit en fait, l'événement aléatoire il aura lieu pendant la phase de calcul de l'état futur, auquel cas ce sera comme une course critique ou comme un allée propagation, soit ce sera pendant la phase de contre-réaction, mais à ce moment-là, on va provisoirement calculer un état futur qui est faux, mais on aura le temps de recalculer le bon avant le prochain front montant et donc avant la prochaine mise à jour de l'état. Les seuls événements aléatoires qu'on ne va pas maîtriser et qui vont nous faire planter le système, c'est ceux qui se produiraient éventuellement pile pendant la transition. Voilà, si vous avez des événements aléatoires qui se produisent à peu près dans cette zone-là, ça c'est un petit peu plus compliqué à gérer parce qu'on va se tromper dans le calcul de l'état futur et puis on va le valider parce qu'on sait juste avant la transition. Mais en tout cas, les aléas de propagation et les courses critiques ne peuvent se produire que dans cette zone-là, on va dire. Et donc, vous voyez, donc, dans cette zone-là, on est tranquille parce que quand on est dans cette zone-là, en fait, c'est verrouillé ici. Et même s'il y a des aléas de propagation, la sortie XI ne va pas pouvoir changer. Et donc, la sortie XO va être bonne. Alors, sur les bascules, un dernier 2-3 mots encore sur les bascules pour vous indiquer que d'une part, il y a 3 types de bascules. Quand on travaille avec les bascules, il y a 3 types de bascules. On va retrouver systématiquement ces 3 types de bascules. La bascule D, la bascule T et la bascule JK. Avec 3 comportements différents. Donc encore une fois, hein, là on sait que, vous voyez les systèmes, on sait que la sortie va changer sur les fronts montants de l'horloge. On n'a plus l'inverseur là, donc ça va changer sur les fronts montants de l'horloge. Et en fait, sur ces 3 bascules-là, il faut pouvoir indiquer comment la sortie change. Au moment du front, il y a un changement, il faut pouvoir indiquer comment la sortie change. Et donc ces 2 bascules-là, au final, c'est 2 manières différentes de voir les choses. La première, elle consiste à dire la sortie va changer et la sortie va passer, ou la mémoire va passer à la valeur de D. Si D vaut 1, elle passe à 1. Si D vaut 0, elle passe à 0 au moment du front. Celle-ci, elle va avoir une philosophie un peu différente, qui est de dire T va décider si oui ou non je change l'état. C'est-à-dire que si là j'ai un 0, si T vaut 0, je vais toujours garder cette valeur-là, elle ne changera pas. Si T vaut 1, à ce moment-là, à chaque coup d'horloge, j'inverse le contenu de cette mémoire. Et puis comme ça peut être pratique de pouvoir... Alors ça c'est pratique si on sait exactement comment la mémoire doit changer. Ça c'est pratique si on est capable de dire est-ce qu'elle doit changer ou pas. Et puis comme on aime bien en général ne pas se faire chier, on a créé une bascule qui combine les deux. Donc c'est la bascule JK. Alors elle a comme inconvénient d'avoir une entrée supplémentaire. Donc elle a 2 entrées au lieu de 2 entrées de commande au lieu d'une seule. Mais au moins elle résume tous les états. Donc elle permet de passer à 1 si J vaut 1 et K vaut 0. Elle permet de passer à 0 dans le cas contraire. Elle permet de se maintenir si J et K sont tous les deux à 0. Et elle s'inverse si J et K sont tous les deux à 1. Voilà. Donc en gros, ici, elle aurait plutôt tendance à fonctionner comme une bascule T, avec T qui est égal à J par exemple. Voilà. Et ici, elle aurait plutôt tendance à se comporter comme une bascule D, avec D qui est égal à J. Si vous mettez J et K différents, ça se comporte comme une bascule D. Si vous mettez J et K pareil, ça se comporte comme une bascule T. Donc vraiment, la bascule JK, elle est universelle. Et s'il y a un truc que vous devez retenir, s'il y a une manière de... Alors, il y a 2 manières de retenir en fait le fonctionnement des bascules. La première, c'est de retenir tout ça, là, tous ces fonctionnements-là. La deuxième, c'est simplement de retenir ce tableau-là, qui résume complètement le fonctionnement des bascules. Qu'est-ce qui est indiqué dans ce tableau-là? Ici, quand il y a marqué T00, ça veut dire une transition de la sortie de 0 à 0. Donc comment je fais pour que ma sortie qui était à 0 avant le front d'horloge reste à 0? Comment je fais pour que ma sortie qui était à 0 passe à 1? Comment je fais pour qu'elle passe de 1 à 0? Et comment je fais pour qu'elle passe de 1 à 1? Et ça, c'est ce que vous devez mettre sur le T, le D et le JK à chaque fois. Donc là, par exemple, sur une bascule T, si elle est à 0, vous voulez qu'elle se maintienne à 0, pof, il faut mettre 0 à l'entrée. Même chose si elle est à 1 et qu'elle voulait qu'elle se maintienne à 1, pof, il faut mettre un 0 à l'entrée. Sur une bascule D, si vous voulez qu'elle passe à 0, quel que soit son état d'avant, il faut mettre 0 sur le D. Si vous voulez qu'elle passe à 1, quel que soit son état d'avant, il faut que vous mettiez à 1 sur le D.
Quant à la bascule JK, en fait, pour chaque transition, il y a tout simplement il y a deux manières de faire, d'où l'apparition de don't care ici. Si je prends cet exemple-là, donc la transition de 0 à 1, ça veut dire que ma bascule JK était à 0, elle passe à 1. Comment je fais pour la faire passer à 1? J'ai deux options. Soit je la force à 1 en prenant J égale 1 et K égale 0. Soit je la fais s'inverser en prenant J égale 1 et K égale 1. Bilan, j'ai pas besoin de m'inquiéter de la valeur de K, j'ai juste besoin de savoir que J vaut 1. C'est ce qui est résumé ici. Okay. J'ai juste besoin de savoir que J vaut 1, quelle que soit la valeur de K. Voilà, donc ça, les bascules, important de connaître en fait ces trois bascules, de connaître leur fonctionnement et de savoir comment est-ce qu'elles réagissent. Et un tout dernier point, et après j'en aurai fini, c'est un point sur la nécessité d'initialiser un système. Je prends l'exemple d'une bascule D, d'une bascule T avec T qui vaut 1. Donc j'ai une bascule T qui est là, avec une horloge, le T qui est toujours égal à 1, donc lui le T là il est toujours égal à 1, et je m'intéresse à la sortie. Et je vous pose la question, quelle est la valeur au 7e coup d'horloge? Alors d'après vous, quelle est la valeur au 7e coup d'horloge? Qui peut me prédire la valeur que j'aurai au 7e coup d'horloge? Est-ce que quelqu'un se lance? Non, personne ne veut tenter sa chance? Peut-être tu dirais 0. Alors, le raisonnement de base serait de dire effectivement, au premier coup d'horloge, je vais passer de 0 à 1. Deuxième coup d'horloge, je repasse à 0. Troisième coup d'horloge, je repasse à 1. Quatrième à 0. Cinquième à 1. Sixième à 0. Septième à 1. Et ça, c'est un raisonnement. Donc là, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coups d'horloge. J'aurais tendance à dire, du coup, c'est 1. Mais pourquoi je suis parti de 0? J'aurais très bien pu dire qu'au départ, c'était un 1. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, la réponse était 0. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée, c'est, et ça, c'est hyper important. Ça, s'il y a un truc que vous devez retenir, c'est ça. À la mise sous tension, une bascule est aléatoirement à 0 ou à 1. En fait, cette question, elle n'a pas de sens. J'ai aucune manière de savoir quelle est la valeur de la sortie au 7e coup d'horloge. Je peux juste affirmer que si elle s'est initialisée à 0, ça va être un 1. Et si elle s'est initialisée à 1, ça va être un 0. Mais je ne peux pas prédire de manière déterministe si ma sortie sera à 0 ou à 1. Et ça, c'est pour ça qu'il est absolument nécessaire d'initialiser un système. Et je vais gommer ce dessin-là afin que vous voyez bien le message du maître. Il est absolument nécessaire d'initialiser un système, d'initialiser une bascule. Voilà. Et donc ça se fait au moyen de deux entrées qui sont les entrées preset ou les entrées qu'on va appeler clear le plus souvent ou reset de temps en temps. Et l'entrée preset, c'est une entrée de mise à 1 et l'entrée clear, c'est une entrée de mise à 0. Voilà. Simplement. Et donc votre bascule, elle va plutôt ressembler à ça. Par exemple, la bascule JK, on a les entrées ici, on a l'horloge, et puis on a ces entrées de preset et de clear qui vont permettre de mettre soit 1, soit 0. De manière déterministe. Le plus souvent, faites attention à ça, le plus souvent ces entrées-là sont complémentaires. Donc en fait, ces entrées-là, pour les activer, il faut mettre à 0 et non pas à 1. Alors pourquoi il y a une explication, je peux vous la donner vite fait. C'est que par exemple, si vous voulez que cette bascule-là se mette à 0 à la mise sous tension, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement faire un petit circuit RC comme ça. Voilà, et VCC. Et donc, ici, ce qui va se passer, si vous calculez, si vous vous souvenez de comment fonctionne un circuit RC, c'est un circuit de premier ordre. Et donc, vous allez avoir en fait ici la tension. Au moment où vous allez appliquer VCC, c'est comme si vous avez fermé l'interrupteur. Vous fermez l'interrupteur, vous appliquez VCC au circuit, vous allez avoir quelque chose qui va monter comme ça. Voilà. Et donc, pendant toute cette zone-là, pendant tout le début, en fait, la tension que vous allez appliquer au clear sera suffisamment basse pour que le clear voie un 0.
puis au bout d'un moment, il va voir un 1. D'accord, donc c'est pour ça qu'ils sont inversés, parce que c'est facile de faire un signal, en fait, de retarder l'allumage d'un signal, de sorte à ce qu'on voie au début à la mise sous tension un 0, puis après un 1. C'est pour ça qu'on les a inversés. Et donc ça, hein, c'est ce qu'il faut, c'est un des messages qu'il faut retenir de ce cours-là, c'est que tout système synchrone possède un reset qui lui est asynchrone. Parce que ces signaux-là, je vous l'ai pas dit, mais c'est des signaux qui sont asynchrones. C'est-à-dire qu'on n'attend pas d'avoir un coup d'horloge pour mettre à 0. Quand on active le clear, on met la mémoire à 0, même s'il n'y a pas eu de coup d'horloge. Les commandes J et K, c'est pour changer la mémoire sur les fronts d'horloge. Les commandes clear et preset, c'est pour changer de la mémoire en dehors des fronts d'horloge. Et donc voilà, et donc tout système synchrone possède forcément un reset. Ça c'est le message. Alors peut-être juste une petite dernière question. Qu'est-ce que votre PC fait en tout premier quand vous appuyez sur le bouton Power? Est-ce que vous êtes déjà posé la question de qu'est-ce que faisait votre PC en tout premier quand vous appuyez, quand vous allumez, quand vous appuyez sur Power? Qu'est-ce qui fait que votre PC démarre d'ailleurs? Personne n'a d'idée? Eh ben, ça va peut-être vous surprendre, mais le premier truc que va faire votre PC quand vous appuyez sur le bouton Power, c'est qu'il va faire un reset. En fait, il va se remettre à 0. Alors pourquoi il fait ça? Parce que pour démarrer, un PC il doit exécuter un certain nombre d'instructions dans l'ordre, instructions de démarrage en fait dans l'ordre. En gros, il doit exécuter ce qui est dans le BIOS, donc ce qui est dans une mémoire un petit peu particulière. Et votre PC, il a un compteur, en fait, il a une mémoire en fait à l'intérieur qui contient le numéro de la prochaine instruction exécutée. Et donc, si vous voulez que votre PC démarre, il faut que cette mémoire-là contienne l'adresse du BIOS, donc l'adresse des premières instructions exécutées. Et donc, du coup, vous avez un système de reset qui fait qu'à chaque fois que vous allumez votre PC, cette mémoire-là est mise et initialisée à la même valeur qui correspond en fait à l'adresse de la toute première instruction que le PC doit exécuter pour démarrer. Et ensuite, une fois que c'est lancé, il exécute les instructions dans l'ordre, etc., etc. Mais il fait toujours ce reset au démarrage. Voilà pour cette partie de cours, cette séquence sur les systèmes séquentiels. On a fini avec les systèmes séquentiels. Il nous reste à voir dans le prochain cours un exemple d'application de ces bascules qui seront ce qu'on appelle les machines d'état, les compteurs et les machines d'état. Donc ce sera la dernière séquence de cours vraiment théorique là-dessus. Et puis la dernière séquence, ce sera plus sur des exemples d'applications et sur comment est-ce qu'on implémente en vrai les circuits. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que tout est clair? Je laisse le live ouvert encore 2-3 minutes si vous avez encore des questions à poser sur le chat. Et sinon, si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis je vous dis à bientôt, soit en TD, soit en TP, soit la semaine prochaine pour le prochain cours.